Bien, je vous propose de commencer le grand tour de ce midi. Et donc, comme l'écran l'indique, nous accueillons le docteur Rouby, qui est au soleil à Montpellier. Donc, le docteur Rouby est spécialiste en médecine interne, mais avec des fonctions également facultaires à la faculté de Montpellier, puisqu'elle est maître de conférences, praticien hospitalier, et elle a été nommée comme conseillère ou directrice pédagogique du premier cycle des études médicales pour la rentrée 2023. Alors, j'avais eu l'occasion de l'entendre lors d'une des dernières réunions de la Société française de médecine interne, précisément sur la problématique des comorbidités cardiovasculaires dans les maladies inflammatoires et auto-immunes. Et donc, j'avais vraiment trouvé ça très bien, Camille. Donc, c'est pour ça que j'étais invité à participer à notre grand tour. Et donc, on te donne la parole. Bon, et bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Élie, pour ta présentation et surtout pour ton invitation. Je suis très honorée. J'espère que ça va vous plaire, du coup. Alors, donc, on va parler effectivement aujourd'hui ensemble de prise en charge des comorbidités cardiovasculaires chez les patients qui sont atteints de maladies inflammatoires et des immunitaires chroniques. Bon, alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt propre pour ce topo. Alors, pourquoi parler finalement de prise en charge du risque cardiovasculaire dans les maladies inflammatoires chroniques? Eh bien, tout simplement parce qu'elles sont très fréquentes et qu'elles sont à l'origine d'une mortalité prématurée. Donc, le premier message simple, que vous savez déjà probablement certainement, mais on va juste insister un petit peu, c'est qu'il y a donc une augmentation de ce risque cardiovasculaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques et on a tous et toutes un rôle à jouer de ce point de vue-là. Alors, en témoigne justement la littérature qui est assez abondante depuis surtout les dernières décennies. Alors, bien sûr, ça a commencé comme toujours avec la polyarthrite rhumatoïde qui a un petit peu ouvert le bal, on va dire, avec donc des publications qui vont crescendo, mais un peu plus précoces par rapport au lupus éventuellement, et surtout donc les vascularites en cas et le pso, où c'est un petit peu plus récent. Mais globalement, la communauté scientifique médicale est de plus en plus attentive à ce surrisque cardiovasculaire chez ces patients. Alors, en pratique, par exemple, donc, les patients qui sont atteints de PR ont une réduction de l'espérance de vie qui est quand même de 3 à 10 ans de moins par rapport à la population générale. Et les comorbidités qui augmentent cette mortalité sont principalement les maladies cardiovasculaires, vous voyez, plus 60%. Les patients psoriasiques aussi, augmentation de mortalité en rapport avec les maladies cardiovasculaires à peu près à hauteur de 48%. Et puis pour les vascularites en cas, vous savez certainement que la mortalité, la première année, certes, est liée, on va dire, aux complications infectieuses et puis globalement aux complications des thérapeutiques qu'on peut mettre en place au début, notamment les corticoïdes et les immunosuppresseurs. Mais après la première année, c'est quand même les maladies cardiovasculaires qui l'emportent en termes, malheureusement, de cause de mortalité chez ces patients. Donc, vraiment des patients qui sont à risque d'avoir une espérance de vie diminuée par rapport à la population générale. Alors, si je vous fais un petit peu une synthèse de la littérature, que ce soit les articles originaux, que ce soit les méta-analyses, je vous ai noté ici globalement l'augmentation de risque pour les différentes pathologies inflammatoires et auto-immunes. Donc, si on prend l'exemple de l'APR et du pso, vous voyez que l'augmentation du risque de cardiopathie ischémique est de l'ordre de plus 70%. Donc, c'est quand même un surrisque majeur. Ensuite, ils ont également une augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral de l'ordre de 35 à 40%, et donc forcément une augmentation du risque d'événements cardiovasculaires majeurs de MACES de l'ordre de 45 à 50%. Alors, je fais une petite aparté sur le psoriasis. Comme vous le savez aussi certainement, ce sont des patients qui sont très métaboliques. Donc, c'est un petit peu pour moi des bombes à retardement. C'est-à-dire que ce sont des patients, vous voyez, comme dans cette méta-analyse qui commence à dater un petit peu, mais bon, on avait quand même un ratio global de 2, un peu plus de 2, de risque de syndrome métabolique. Et c'est des gens qui sont, qui sont atteints de ce syndrome métabolique, qui sont à risque aussi de NASH, de stéatose hépatique et donc également de diabète de type 2, d'hypertension artérielle. Et donc, les patients psoriasiques ont vraiment un haut risque cardiovasculaire.
En ce qui concerne les vascularités en cas, on avait de notre côté mené une revue systématique de la littérature sur les comorbidités en général chez les patients atteints de vascularité en cas, qui a donc été publiée en 21, avec un focus un peu plus particulier sur les comorbidités cardiovasculaires. Et donc, on avait retrouvé qu'effectivement, il y avait une survie globale à 1 an des patients atteints de vascularité en cas qui était entre 77 et 95%, et celle à 5 ans entre 62 et 97%. Donc, réduction d'espérance de vie, on l'a déjà dit tout à l'heure. Et donc, finalement, il faut prendre conscience que la mortalité de ces patients, elle demeure plus de 2,5 fois plus élevée que la population générale, avec un impact net des comorbidités en général, mais en particulier des maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Parce que ce sont des patients qui ont plus de facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels, donc ils sont plus souvent diabétiques, hypertendus, dyslipidémiques et en surpoids. Et donc, dans les méta-analyses, globalement, on a une augmentation globale de 65% du risque de maladie cardiovasculaire chez ces patients et de 60% du risque de cardiopathie ischémique. Alors, il y a eu ce papier là qui est sorti il n'y a pas très longtemps dans Rhumatology qui a confirmé finalement ces données, puisque je vous ai dit tout à l'heure, pour les vascularités en cas, on a beaucoup moins de data, par exemple, que dans la PR ou dans le psoriasis ou même dans le lupus. Donc, cette étude de cohorte danoise a confirmé ce surrisque cardiovasculaire. C'est une cohorte d'un peu plus de 2300 patients, évidemment comparé à des contrôles, suivis quasiment 10 ans. Et vous voyez les différents hazard ratios. Donc, 1,8 pour la cardiopathie ischémique, en particulier 1,6 d'hazard ratio pour l'infarctus du myocarde, 2,12 pour l'insuffisance cardiaque et puis 1,58 pour l'AVC ischémique. Alors ensuite, dans le lupus, clairement, on est un cran au-dessus pour moi, enfin, pas que pour moi d'ailleurs, mais on est vraiment au-dessus encore, et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Les patients lupiques sont à haut risque cardiovasculaire, en témoigne cette revue systématique avec méta-analyse parue en 2020, qui vous rapporte un risque d'AVC ischémique doublé chez les patients lupiques et un risque de cardiopathie ischémique et d'infarctus du myocarde triplé. Donc, clairement, le risque est encore un petit peu, un cran au-dessus. Alors, cette étude-là de cohorte aussi lupique est également intéressante, puisque vous voyez qu'ils ont cherché à comparer les patients lupiques avec des patients diabétiques et puis aussi la population générale. Vous connaissez sûrement ce papier, mais globalement, ils ont quand même mis en évidence que le risque global de maladie cardiovasculaire non fatale était plus que doublé par rapport à la population générale, avec un hazard ratio à 2,67. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'on est à plus 27% par rapport aux patients atteints de diabète, après, bien sûr, appariement sur l'âge et le sexe. Et c'est en particulièrement assez préoccupant chez les patients jeunes, la tranche d'âge 18-39 ans, puisque là, vous voyez que chez ces patients lupiques, le risque d'AVC ou d'infarctus est doublé par rapport aux patients diabétiques de même âge, et il est multiplié donc par 7 à 9 par rapport à la population générale. Donc, je pense qu'autant on a tous et tous le cliché finalement du diabétique qui est à haut risque cardiovasculaire, dont il faut absolument s'occuper et faire beaucoup de prévention, autant on n'a peut-être pas forcément la même prise de conscience et donc la même prise en charge au quotidien, on va dire, avec nos patients lupiques en l'occurrence. Donc voilà, de manière schématique, on a commencé tout à l'heure avec PR-EPSO. Vous voyez que dans les vascularités en tout cas, on est à peu près du même ordre pour la cardiopathie ischémique. Bon, AVC plus 20%, mais encore une fois, on a moins de data que pour la PR-psoriasis. Et puis par contre, lupus, clairement, encore une fois, une marge d'escalier au-dessus, x3 pour le risque de cardiopathie ischémique, x2 pour l'AVC et x2,5 pour les médecines. Alors, de manière finalement résumée, synthétique, il y a ce papier paru dans Lancet en 2022 qui est très intéressant. Vous connaissez peut-être également par l'équipe de Conrad, qui a donc cherché à regarder 19 pathologies auto-immunes et 12 endpoints cardiovasculaires chez près de 446 000 patients atteints de maladies auto-immunes versus 2 millions de personnes, on va dire, contrôle, qui n'ont pas de pathologie immunitaire, à parier pour l'âge et le sexe. Et là, encore une fois, le risque de développer une maladie cardiovasculaire était multiplié par 1,4 à 3,6. Et le message clé, c'est que c'est un ordre de grandeur similaire au risque causé par le diabète de type 2, encore une fois,
Donc, finalement, vraiment, retenez que ces patients inflammatoires et désimmunitaires, ils sont autant à risque cardiovasculaire, si ce n'est plus peut-être, mais que les patients diabétiques de type 2, en particulier chez les jeunes, et c'est là où il y a quand même vraiment encore plus un enjeu clairement vital et fonctionnel. Donc, dans ce papier du Lancet, vous voyez, vous avez finalement toutes les informations sur cette table, sur cette ossographie. Donc, vous voyez que finalement, plus on cumule les maladies auto-immunes, plus le risque il est important. Parmi les risques les plus importants, eh bien, finalement, on a la sclérodermie, mais aussi le lupus, hein, vous voyez, x2, ça correspond à ce qu'on vient de dire. Et puis le psoriasis non plus n'est pas en reste. Et ça, finalement, c'était des graphiques, on va dire, généraux. Donc, l'endpoint global de maladie cardiovasculaire, quelle qu'elle soit. Et vous voyez que ça reste quand même très significatif pour chacun des endpoints, on va dire, basés sur l'athérosclérose, cardiopathie ischémique, artériopathie des membres inférieurs et AVC. Alors maintenant, on peut se poser la question de quels sont les mécanismes de ce surrisque cardiovasculaire chez ces patients atteints de maladies inflammatoires et d'immunitaires chroniques. Donc, je vous les ai schématisés ici. Au final, il y a 3 grands types de causes, on va dire, de mécanismes qui expliquent ce surrisque cardiovasculaire. Il y a le risque propre induit par l'inflammation, il y a le risque lié aux facteurs de risque cardiovasculaire, et puis il y a le risque qui est modulé par les thérapeutiques que l'on utilise pour finalement traiter la maladie inflammatoire et auto-immune. Alors, commençons par le risque lié à l'inflammation systémique. Vous savez que ce risque, il est majeur au cours de la première année. Hein, ça a été en particulier retrouvé dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc, finalement, ça veut dire que dès que vous êtes amené à diagnostiquer une maladie inflammatoire ou auto-immune, non seulement il va falloir vous attacher à prendre en charge, bien sûr, cette maladie propre, mais en plus, il faut vous dire que ça y est, le temps court par rapport à la prévention cardiovasculaire, puisqu'on est déjà en train d'augmenter de manière drastique le risque cardiovasculaire dès le départ. Alors, vous savez effectivement que l'athérosclérose est au moins en partie une maladie inflammatoire, hein, avec l'implication de cytokines pro-inflammatoires type TNF-alpha et l'interleukine bêta. Hein. Je vous renvoie à l'essai avec le canakinumab qui réduisait donc, les événements cardiovasculaires, et également avec l'essai Colcott utilisant la colchicine après un infarctus du myocarde. Et donc, cette athérosclérose, finalement, elle va être accélérée hein, en raison de l'inflammation systémique. Ça peut être mis en évidence par l'augmentation de la rigidité artérielle. On avait fait cette revue également dans le service avec Pierre Kessler, qui avait retrouvé, quelles que soient finalement les pathologies inflammatoires ou désimmunitaires, exception faite des vascularités en cas où on n'a pas trouvé de papier à l'époque en rapport, mais globalement, toutes ces pathologies faisaient état d'une augmentation de la rigidité artérielle, qui est donc finalement un indicateur préclinique de risque cardiovasculaire et donc un marqueur indirect d'athérosclérose à un stade infraclinique. Bon, très bien. Donc, le risque cardiovasculaire induit par l'inflammation systémique, c'est une chose. Mais il ne faut pas pour autant négliger les 2 autres mécanismes. Le premier, ce sont les facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels. Donc, finalement, on vient de voir l'impact de l'inflammation systémique, et j'insiste sur dès le stade précoce, hein, dès le début de la maladie, ou parfois d'ailleurs, ce sont les moments où il y a les niveaux d'inflammation systémique les plus importants, dans la PR, mais aussi dans les vascularités en cas, par exemple. Et finalement, cette inflammation, non seulement elle va jouer sur l'athérosclérose accélérée, mais elle va aussi pouvoir favoriser l'apparition de facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels ou non traditionnels. Hein, il ne faut pas négliger d'ailleurs le syndrome d'apnée du sommeil. Et évidemment, ces facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels, qu'ils soient préexistants, ils apparaissent ensuite de la maladie, vont bien entendu contribuer à cette athérosclérose accélérée. Alors, le premier des facteurs de risque, on va dire, qui m'intéresse, c'est l'hypertension artérielle. Donc, il y avait ce papier, notamment en 2020, qui avait retrouvé dans le lupus que l'HTA résistante était quasiment 2 fois plus fréquente chez les patients pic, et que quand elle était présente, vous voyez, hein, là, eh bien, on a un surrisque de mortalité qui était multiplié par 3 versus les patients qui n'avaient pas d'HTA résistante. Alors, on peut se demander finalement quel est le poids des facteurs de risque cardiovasculaire dans ce surrisque cardiovasculaire de ces patients. Alors, on s'était en particulier posé la question chez les patients atteints de vascularité en cas, et donc ça, c'est un travail collaboratif avec l'équipe de Benjamin Terrier, donc de Cochin.
On a ainsi étudié de leur cohorte, donc la cohorte ostéovase de Cochin, qui incluait au final 103 patients, donc atteinte de vascularité en cas, vous voyez, 60% de GPA, 11% de MPA, 28% de GPA. C'était des patients chez qui donc, on a recensé les facteurs de risque cardiovasculaire, donc que ce soit l'âge de plus de 50 ans pour les hommes, plus de 60 ans pour les femmes, les antécédents de maladies cardiovasculaires, le tabagisme, l'obésité, le diabète, la dyslipidémie, l'hypertension artérielle et la sédentarité. Et on a donc étudié la survenue d'événements cardiovasculaires majeurs, donc de MACES, à 3 ans de suivi. Et on a recherché forcément l'association entre les facteurs de risque cardiovasculaire à baseline et la survenue de MACES à 3 ans. Juste un mot de démographie de la population. Vous voyez, bon, c'était principalement, on va dire, il y avait 45% pardon, quasiment d'hommes, d'âge moyen 52,9, plus ou moins 17,4, et donc quand même 52,4% de patients hypertendus. Bon, parmi ces 103, donc 16 patients ont eu au moins un événement cardiovasculaire majeur, ça fait un peu plus de 15% de la population, incluant 3 événements cérébrovasculaires, 3 cardiopathies ischémiques, 9 hospitalisations pour un événement cardiovasculaire et 1 décès par maladie cardiovasculaire. Alors, un des premiers résultats intéressants, c'est que plus on cumule, plus on a de facteurs de risque cardiovasculaire, plus on est à risque de faire un événement cardiovasculaire. Ça peut paraître logique, mais ce n'est pas forcément extrêmement beaucoup décrit dans la littérature. Donc, concrètement, le nombre de facteurs de risque cardiovasculaire était significativement associé au risque de survenue de MACES. Alors, vous voyez, par exemple, les corticoïdes, là, on ne l'a pas mis en évidence. Et donc, si on regarde plus précisément quels facteurs vont être associés à la survenue d'événements majeurs, eh bien, vous voyez que, outre finalement l'âge en fonction du sexe et les antécédents de maladies cardiovasculaires, sur lesquels on ne peut pas faire grand-chose, eh bien, on a surtout l'hypertension artérielle avec un odds ratio à 5, la sédentarité avec un odds ratio à 4,5 et la dyslipidémie avec un odds ratio à 3,9. Et j'insiste sur ces trois-là parce que, bien entendu, ce sont des facteurs de risque qui sont dits modifiables. Donc, on a tous un rôle à jouer sur ces 3 facteurs pour espérer réduire le risque cardiovasculaire de ces patients atteints de vascularité en cas. Alors ensuite, on a aussi regardé l'association avec la CRP, et vous voyez que la CRP était aussi significativement associée avec le risque de survenue de MACES, un odds ratio à 4. Donc, ça vous traduit bien ce côté multifactoriel du surrisque cardiovasculaire de ces patients, avec non seulement l'inflammation systémique, mais aussi l'impact des facteurs de risque cardiovasculaires traditionnels. Alors, on est de notre côté en train de mener une revue systématique de la littérature sur l'hypertension artérielle dans les maladies inflammatoires et immunitaires, avec comme exemple le lupus, le pso et le rhumatisme pso, le Sjögren, la PR et les vascularités en cas. Bon, c'est un travail qui est encore en cours, mais je vous en parle très brièvement. L'idée est d'évaluer la prévalence de l'HTA chez ces patients et de voir quelles sont les complications spécifiquement chez les patients hypertendus dans ces pathologies. On a inclus ainsi 130 articles. En termes de prévalence de l'HTA, vous voyez qu'on a un odds ratio ajusté d'1,4 au total. Hein. Donc, ce sont des patients qui sont plus à risque de développer une hypertension artérielle que les autres. Et quand ils sont hypertendus, eh bien, ils augmentent leur risque de cardiopathie ischémique, 1,4, de maladie cérébrovasculaire, 1,4, enfin 38, donc quasiment identique, et puis également d'insuffisance cardiaque, 1,43. C'est encore un travail qui est en cours, donc ce n'est pas tout à fait définitif. Mais voilà, ça vous donne déjà un ordre d'idée que notamment l'hypertension artérielle chez ces patients est plus prévalente et génère un risque cardiovasculaire encore plus élevé. Ensuite, autre question, on peut se demander maintenant quel est l'impact des thérapeutiques sur ce risque cardiovasculaire des patients atteints de maladies inflammatoires et immunitaires chroniques. C'est le troisième point de mon schéma de tout à l'heure. Donc, globalement, les traitements qu'on va utiliser pour lutter contre cette inflammation systémique-là, avec, vous savez, le concept treat to target, que ce soit les corticoïdes, les AINS, les DMARDs, les biothérapies, eh bien, ces traitements, vous voyez, ils vont avoir un impact multiple. Donc, ils vont pouvoir jouer sur l'inflammation systémique, mais ils vont également avoir un impact sur les facteurs de risque cardiovasculaire et un impact donc sur ce risque cardiovasculaire global.
Alors, j'avais mené à l'époque, en 2015, une revue systématique avec méta-analyse concernant l'impact des traitements, à savoir les anti-TNF-alpha, le méthotrexate, les corticoïdes et les INS, sur le risque de survenue d'événements cardiovasculaires chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Et vous voyez que autant on a mis en évidence à l'époque une réduction du risque cardiovasculaire de l'ordre de 30% chez les patients qui étaient sous anti-TNF-alpha et sous méthotrexate. À l'inverse, on avait une augmentation de ce risque chez les patients sous INS, plus 18%, et surtout sous corticoïdes, plus 47%. Alors, par la suite, je me suis intéressée plus spécifiquement aux corticoïdes, y compris ce qu'on appelle aux petites doses de corticoïdes. Là, on a fait ce travail-là, en l'occurrence, dans la cohorte Espoir, qui est une cohorte française de polyarthrite rhumatoïde précoce. Et donc, on a ainsi étudié 608 patients atteints de PR précoce de cette cohorte Espoir, et on a donc étudié les patients en fonction s'ils avaient reçu au moins une fois au cours de leur suivi des corticoïdes versus jamais de corticoïdes. Le critère de jugement principal était composite, associant les événements cardiovasculaires, mais également la mortalité toute cause, les infections sévères et fractures. Et puis, en secondaire, chacune de ces composantes. Et on a regardé l'impact de la corticothérapie à 10 ans en utilisant une méthodologie statistique robuste avec l'utilisation d'un score de propension pour tenir compte notamment du biais de prescription. Donc, au final, parmi les 600 patients, là, environ, on avait 397 patients qui ont reçu des corticoïdes, donc 65% de la cohorte, mais essentiellement des doses très faibles, puisque la dose moyenne était de 2,8 mg jour, médiane 1,9, avec une dose cumulée de 8,47, ce qui correspond à peu près à 5 mg jour pendant environ 5 ans. Donc, on a eu un total de 95 événements, 10 décès, 18 maladies cardiovasculaires, 32 fractures et 35 infections sévères. Et globalement, dans un premier temps, on se rend compte que les patients qui ont reçu des corticoïdes, ils ont eu plus d'événements de manière significative versus ceux qui n'en ont pas reçu. Et c'était d'ailleurs, ça n'a pas de rapport avec le cardiovasculaire, mais enfin, il y avait également une significativité obtenue avec les infections sévères. Et puis, donc, ce résultat s'est confirmé avec un effet dose cumulée. Donc, plus les patients reçoivent une dose cumulée importante, en l'occurrence plus de 8,4 grammes au cours de leur suivi, eh bien, 24% ont eu un événement, et notamment de manière significative, 8% quasiment, d'événements cardiovasculaires. Ça équivaut, je vous dis, à prendre 5 mg jour pendant 5 ans. Donc, c'est souvent considéré comme acceptable, sans grande nocivité. Et bien, finalement, ce n'est pas mon avis, suite notamment à cette étude-là. On voit bien que le risque d'événement, il est non seulement dose dépendant, mais il est aussi temps dépendant. Et vous voyez que ce risque, il va crescendo au cours du temps. Il va devenir significatif à partir des 6 ans. Et puis, à 10 ans, on est quand même à 6,8 d'hazard ratio. Donc, on est vraiment bien significatif. Donc, finalement, on a une sorte de nocivité différée des très petites doses de corticoïdes. Donc, à mon sens, on ne peut pas faussement se rassurer en se disant il a très peu, 2-3 mg jour de prednisone, c'est pas grave. Je ne le pense pas au vu de ces résultats du nom. D'ailleurs, ça a été rapporté dans d'autres travaux, et notamment cette méta-analyse parue en 2020, que ce soit dans l'artérite à cellules géantes, donc l'ortone, dans le lupus, dans l'APR. L'utilisation des corticoïdes, même à des doses inférieures à 5 mg jour d'équivalent prednisone, est associée à un risque accru de maladie cardiovasculaire. Vous voyez, augmentation du risque de cardiopathie ischémique 1,76, d'artériopathie des membres inférieurs 1,78 et d'AVC 1,32. Alors, maintenant, on va envisager un petit peu ensemble, et puis ce sera intéressant d'ailleurs d'en discuter après pour voir un peu ce que vous en pensez et ce que vous faites au quotidien, c'est comment on fait maintenant pour prendre en charge ce surrisque cardiovasculaire chez ces patients atteints de maladies inflammatoires et immunitaires chroniques. Eh bien, en fonction du schéma et donc des mécanismes qu'on vient d'aborder, le premier conseil, c'est bien sûr de contrôler l'inflammation systémique. Ça, le bénéfice attendu du contrôle de l'inflammation systémique, on l'a rapporté notamment dans la polyarthrite rhumatoïde, puisque
voilà, comme je vous ai dit, l'APR, on a ouvert la voie avec l'APR, et donc c'est les études où on a plus de recul maintenant en termes de risque cardiovasculaire et donc de traitement systémique. Donc, voilà, vous voyez sur le schéma, plus on atteint la rémission complète dans l'APR, plus, quels que soient les modèles d'ajustement, plus on atteint une réduction de ce risque cardiovasculaire. Donc, diminuer de 10 points le CDAI, donc le score d'activité clinique de l'APR, ça diminue de 21%, en l'occurrence, dans cette étude, les événements cardiovasculaires. Mais ça ne va pas suffire. Donc, il ne faut pas oublier de contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire. Et là, encore une fois, ça nous est montré dans l'APR, avec justement parce qu'il y a un recul important. Vous savez, quand on parle de risque cardiovasculaire, il faut quand même envisager au moins 10 ans de recul. Bon. Et donc, dans ce registre, vous voyez en rouge la mortalité des patients atteints de PR avant 2006 versus la population générale. Donc, on est à 1,56. Et puis, depuis 2007, donc, grosso modo, à quelque chose près en France, depuis les anti-TNF-alpha, eh bien, on a une réduction de la mortalité par rapport à la population générale, mais elle n'est pas équivalente. Hein. On a encore 29% de trop de surmortalité. Donc, contrôler de manière optimale l'inflammation systémique, c'est certainement nécessaire, voire indispensable, mais ça ne va probablement pas être suffisant pour réduire au maximum ce risque cardiovasculaire et la mortalité. Et donc, intuitivement, on se dit qu'il faut aussi prendre en charge ces facteurs de risque cardiovasculaire dont on a dit que la prévalence était augmentée par rapport aux patients qui ne sont pas atteints de maladies inflammatoires et immunitaires. Et alors, sur le plan de la prise en charge, on a clairement une certaine marge de manœuvre. Hein. On ne fait pas encore parfaitement. Bon, j'espère que ça va aller de mieux en mieux au fur et à mesure des années. Mais globalement, si on prend l'exemple de cette étude de 2019 dans les vasculaires Ibranca, vous voyez que 36% des patients n'étaient pas à l'objectif fonctionnel. Et puis, un patient sur 4 qui aurait dû avoir une statine n'en avait pas. Alors que le plus souvent, ce sont quand même des patients avec atteinte rénale, protéinurie, il faut y faire attention. Alors, vous allez me dire, OK, très bien, mais de quelles recommandations on dispose maintenant pour prendre en charge le risque cardiovasculaire chez ces patients atteints de maladies inflammatoires et des immunitaires chroniques? Eh bien, alors, je vous ai mis ces recommandations qui datent de 2015. J'y avais donc participé donc lors de ma mobilité à Montréal, au Canada. Et donc, on avait énoncé ces recommandations de prise en charge des comorbidités au sens large dans la polyarthrite rhumatoïde et le psoriasis. C'était des recommandations, on va dire, à la fois de rhumatologues et dermatologues. Et en particulier, les items cardiovasculaires font suite à la méta-analyse que je vous ai montré tout à l'heure, vous savez, avec la réduction des événements cardiovasculaires de 30% sous méthotrexate et anti-TNF, et au contraire, augmentation de 47% sous corticoïdes et 18% sous AINS. Donc, on a été finalement parmi les premiers à énoncer des recommandations disant qu'il faut utiliser, les conseiller de minimiser, de réduire le plus possible le recours aux corticostéroïdes, en particulier chez les gens qui cumulent déjà d'autres facteurs de risque traditionnels. On avait noté également qu'il fallait dépister et prendre en charge des facteurs de risque traditionnels, puisqu'ils étaient donc plus prévalents et donc évidemment qui participaient à ce surrisque cardiovasculaire. Réduire également le recours aux AINS, qui sont quand même très souvent beaucoup utilisés, notamment que ce soit dans l'apéro, finalement c'est pareil. Et puis, on avait justement expliqué que peut-être, quitte à mettre un traitement de fond, eh bien, il faudrait peut-être, dès cette époque-là, privilégier ceux qui avaient aussi un bénéfice cardiovasculaire, donc par exemple le méthotrexate et les anti-TNF. Par ailleurs, on avait bien sûr encouragé le respect des règles génétiques, le sevrage tabagique et puis un IMC normal. Et puis finalement, la même année, l'année d'après, il y a eu donc les recommandations de l'EULAR, spécifiquement pour la prise en charge du risque cardiovasculaire dans l'APR et dans le rhumatisme psoriasique. Et donc, vous savez certainement, il était donc conseillé à cette époque d'évaluer le risque cardiovasculaire au moins tous les 5 ans en utilisant le Heart Score, qu'il fallait multiplier par un 5 pour prendre en compte le surrisque cardiovasculaire propre à l'inflammation systémique par rapport à la population générale.
Et puis ensuite, il était, pour la première fois, finalement, conseillé de limiter les AINS et le recours aux corticoïdes. Ils insistaient bien sur le fait d'avoir la dose minimale et pour une durée la plus courte possible, donc des corticoïdes. Donc finalement, toujours, vous voyez, c'est le dernier thème, toujours remettre en question un traitement par corticoïde et ne pas le laisser ad vitam, même si c'est des petites doses. Dans le rhumatisme psoriasique, en 2019, Recollard également, qui vous disait déjà de prendre en charge les comorbidités cardiovasculaires. Ils insistaient également sur le syndrome métabolique. On a vu tout à l'heure combien il était prévalent chez ces patients. Dans les vascularités en cas, 2016, donc ça commence à dater un petit peu, pas tant de choses en dehors du fait de recommander l'évaluation régulière du risque cardiovasculaire sans plus de précision. Dans le lupus, les Recollard en 2019, finalement, recommandent plus ou moins la même chose, à savoir de dépister les facteurs de risque traditionnels, mais également ceux liés au lupus, incluant donc une maladie toujours active, donc l'activité de la maladie en lien justement avec l'inflammation systémique, c'est important. Plus spécifiquement aussi pour le lupus, l'impact des antiphospholipides, l'atteinte rénale bien sûr, et puis, encore une fois là, l'utilisation chronique des corticoïdes qui doivent donc être remis en question. Bon, évidemment, il est conseillé chez les patients qui ont une protéinurie significative d'utiliser principalement les IEC et les ARA2 ou chez les patients lipides qui ont une hypertension artérielle, effectivement. Alors, il ne vous a certainement pas échappé que depuis l'année dernière, il y a eu des recommandations EULAR globales maintenant sur la prise en charge du risque cardiovasculaire chez ces patients justement dont on parle aujourd'hui, atteints de maladies inflammatoires et immunitaires chroniques, dont le lupus, recommandation qui était attendue. Bon, et puis finalement, dans les principes généraux, en fait, on vous rappelle ces choses-là dont on a bien parlé, sur lesquelles on a bien insisté. Donc, il faut viser la réduction de l'activité de la maladie pour réduire le risque cardiovasculaire, c'est une chose. Il ne faut pas oublier de dépister et de contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire. Et puis, évaluer ce risque dès le départ. Hein. Dans les 6 premiers mois, on a dit que c'était vraiment pour la première année que le risque était maximal. Et puis ensuite, régulièrement, sans forcément vous donner de délai précis. Ça te paraît assez logique puisque je pense que l'évaluation doit être personnalisée. Donc, en fait, ça va dépendre du patient. Et puis, ça insiste sur les règles bioéthiques, l'éducation du patient pour qu'il prenne conscience de son risque cardiovasculaire global et donc soit partie prenante, bien sûr, dans sa prise en charge. Et puis ensuite, quand on avance sur un peu plus, on va dire, des choses un peu plus concrètes que ça, on a été un peu déçus parce que finalement, chez les patients donc inflammatoires ou immunitaires, on nous dit qu'au final, on va utiliser les mêmes scores de risque cardiovasculaire que dans la population générale. Donc, on n'a pas de score spécifique qui soit vraiment validé. Il n'y a pas assez de data scientifique fort. Ce qui fait qu'il vous conseille d'utiliser les mêmes scores de risque que vous faites chez vos patients tout venant qui ne sont pas atteints de maladies inflammatoires ou immunitaires. Et donc, au final, il n'y a pas vraiment de recommandations spécifiques de prise en charge. Donc, on reste un petit peu sur notre faim, en dehors de, encore une fois, d'induire la rémission pour réduire le risque cardiovasculaire et de contrôler les facteurs de risque traditionnels. Alors, il y a une petite exception avec le lupus, où on nous conseille de réduire le niveau de pression artérielle en dessous de 130/80, autant que faire se peut en utilisant préférentiellement des IEC et des ARA2, en particulier, comme on avait déjà dit en 2019, si ils ont une protéinurie. Il faut viser le bas niveau d'activité le plus bas possible. Il faut aussi recourir à la dose la plus faible de corticoïdes, même si ça peut est effectivement sujet à caution, un peu des pour et les contre, mais je vous ai donné un petit peu l'argumentaire pour mettre en évidence qu'il n'y a pas de petite dose dans le cycle de corticothérapie, et puis recourir également à l'hydroxychloroquine, sauf en cas de contre-indication, mais également à viser réduction de ce risque cardiovasculaire. Alors, finalement, ces recommandations, elles ont fait couler un petit peu d'encre, et en particulier de l'équipe de Conrad, c'est-à-dire le papier que je vous ai montré tout à l'heure dans le Lancet qui avait montré que le risque était équivalent à celui du diabétique, vous savez, avec les 19 endpoints cardiovasculaires et toutes les maladies immunitaires.
Et donc, eux, ils disaient quand même, voilà, on fait finalement un retour en arrière parce que jusqu'à présent, on insistait bien sur l'impact de l'inflammation systémique, le score qui devait être multiplié par 1,5 dans l'APR pour tenir compte justement de ce surrisque lié à l'inflammation. Et là, finalement, on recommande d'utiliser les mêmes scores que les autres sans facteur de multiplication. Bon, eux, sur base de leurs travaux, ils sont pas d'accord et donc ils se sont même lancés dans la proposition de facteurs de risque, de multiplicateurs du risque. Donc, ils estiment qu'on pourrait doubler les scores classiques chez les lipiques, 2,5 même chez les sclérodermiques, puisqu'on a vu que c'était encore plus élevé le risque, et puis 1,5 chez les patients atteints de vasculaire. En sachant qu'ils expliquent bien que les essais à venir sont nécessaires pour tester l'efficacité des traitements de prévention, spécifiquement chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques. Et donc, on a besoin de littérature concernant spécifiquement les endpoints cardiovasculaires chez ces patients. Mais voilà, donc c'est probablement à suivre. Alors, finalement, je me suis penchée vers les recommandations ESC parce que c'est là qu'on a peut-être un petit peu plus de conseils pour la prise en charge dans la vie de tous les jours. Les recos ESC 2021 qui utilisent, vous savez, maintenant le score 2, ça a été réactualisé puisque d'avant daté utiliser des données d'avant 86, donc vous connaissez ce score 2 très certainement. Et donc, il est déjà dit dans les recos ESC 2021 que les maladies inflammatoires chroniques sont à haut risque cardiovasculaire et donc nécessitent une évaluation régulière. Et il rappelle d'ailleurs ce facteur de multiplication d'1,5 dans la polyarthrite rhumatoïde. Et donc, au final, il est bien écrit noir sur blanc que concrètement, on pourrait considérer, y compris en ce qui concerne la prise en charge thérapeutique, ces patients atteints de maladies inflammatoires immunitaires chroniques comme des patients à haut niveau de risque cardiovasculaire. Et donc ça, c'est intéressant. Finalement, il se lance un petit peu plus, puisque je vous rappelle que chez les patients à haut risque, l'objectif de LDL cholestérol, c'est inférieur à 0,7 g par litre. Et donc, on peut proposer, éventuellement, on peut tout à fait en discuter, mais l'idée est potentiellement de vous proposer de mettre en place des statines en primaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires et des immunitaires chroniques à partir du moment où vous n'êtes pas à 0,7 g par litre de LDL. Voilà, donc de manière très schématique, pour résumer, on a vu que les patients inflammatoires et des immunitaires chroniques étaient atteints d'une athérosclérose accélérée, que cette athérosclérose accélérée, elle est liée globalement à 3 types de facteurs: les facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels, le risque induit par l'inflammation systémique et le risque qui va être, on va dire, modulé par le traitement qu'on utilise pour lutter contre cette inflammation systémique. Donc, finalement, les conseils qu'on peut donner, c'est d'une part cibler l'inflammation systémique de vos patients, donc pour viser rapidement la rémission ou au moins le plus bas niveau d'activité, donc contrôler précocement l'inflammation. On rappelle, c'est la première année de PI. Le petit warning sur les corticoïdes, utiliser la dose la plus faible possible pour la durée la plus courte possible, autant que faire se peut, on en a bien parlé. Et puis surtout, ne pas négliger le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels. Donc, il faut évaluer le risque cardiovasculaire global de vos patients. Alors, comment faire? Ça passe par proposer, en expliquant aux patients de faire des automesures tensionnelles, à la maison et donc de les rapporter à la consultation prochaine. Ne pas oublier de prescrire une glycémie à 20, un bilan lipidique et puis surtout après être proactif, c'est-à-dire ne pas se contenter de prescrire, mais il faut ensuite agir. Donc, prendre en charge l'hypertension artérielle, on l'a vu, il y a le CRA2 chez les lipides par exemple, sous surveillance de la fonction rénale bien sûr. La dyslipidémie, on en a parlé, probablement l'objectif 0,7 de LDL. Le diabète, en privilégiant des molécules qui sont plutôt utilisées à viser prévention cardiovasculaire, et tout en luttant contre la sédentarité, le tabagisme. Bref, il y a vraiment une prise en charge globale de médecine interne à faire chez ces malades. Après, en pratico-pratique, on peut en discuter. Ce n'est pas toujours simple de faire ça, de faire les deux au cours de la même consultation, mais il faut au moins essayer de sensibiliser le patient et petit à petit, au moins prescrire le bilan, proposer les automesures tensionnelles et en gros ne pas être uniquement fixé
sur le contrôle de l'inflammation et non de la maladie en tant que telle, mais aussi penser à la bombe à retardement qui peut être en cours au niveau risque cardiovasculaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et globalement, voilà le message clé, c'est prenez en charge le risque cardiovasculaire de vos patients atteints de maladies inflammatoires et immunitaires chroniques. Je vous remercie. Merci. Camille. Comme pour les bons films, on aime bien les revoir. Et donc, je suis content d'avoir revu le film que j'avais déjà eu l'occasion de voir. C'est vraiment super. Tu peux peut-être départager ton écran. OK. Alors, questions, commentaires. Moi, j'ai une série. Bonjour. Vous ne parlez pas des liquides. Est-ce qu'on a également un risque cardiovasculaire? Complètement, oui. C'est arbitraire, on va dire, c'est un choix pour didactique, mais il y a évidemment, je suis complètement d'accord avec vous, un surrisque aussi chez les liquides, tout à fait, qui sont en général des sujets jeunes et qui sont parfois exposés à pas mal de corticoïdes d'ailleurs. Alors, dans le contexte du risque cardiovasculaire myocardique, est-ce qu'il y a une place pour l'aspirine et les antiagrénants? Ont-ils été étudiés? Que faire? Bah, oui, je comprends. C'est une question à part entière. Moi, en fait, le côté statine LDL-07, je me lance un peu, hein, je vous avoue. Côté aspirine, c'est pas recommandé de toute manière formelle, hein, vous le savez bien. Évidemment, ça va dépendre de l'évaluation globale du risque cardiovasculaire de votre patient. Donc, je pense que c'est toujours difficile de dire, voilà, chez tout le monde, il faut mettre de l'aspirine en primaire. Je pense que ça dépend vraiment de l'évaluation finalement du niveau de risque de votre patient quand vous allez, voilà, s'il a une hypertension artérielle, s'il a un diabète, si son LDL de base est 1,8, si je ne sais pas, voilà. Si de manière globale vous estimez que le risque est très élevé, s'il a des plaques carotidiennes par exemple, ou voilà, un athérome sévère, ça peut valoir le coup effectivement d'envisager l'aspirine en primaire, mais je pense que ça reste encore pour l'instant au cas par cas. Je rappelle par rapport à ta question, qu'en prévention primaire, on a pris de petites doses d'aspirine, on a clairement déconseillé parce que finalement, le risque hémorragique notamment dépassait le risque préventif. Ceci, pour prendre la remarque de Camille, c'est quoi la prévention primaire, c'est quoi la prévention secondaire? Moi, je trouve personnellement d'attendre que le patient ait fait un accident vasculaire cérébral pour le mettre de l'aspirine, c'est peut-être pas sympa. Et donc, comme tu dis, si on met en évidence des plaques, tu as l'occasion de coronaro, on voit même des lésions qui ne sont pas significatives, mais enfin, qui sont quand même témoins qu'il y a une athéromatose. Complètement. C'est ça, déjà de la prévention secondaire. Donc, complètement. D'autant plus qu'il y a l'aspect inflammatoire de la maladie. Exact. Surprise. Peut-être juste une mini-remarque avant une autre question encore qui a vraiment bien éclairci le tout. Je disais, il faut évaluer au début et puis il faut évaluer au cours du temps. Je crois que cette remarque est importante parce que bon, le syndrome inflammatoire lui-même fait baisser le cholestérol. Ça a d'abord été montré d'ailleurs dans la partie. Oui. On voyait que le cholestérol restait bas, qu'il fallait le contrôler au bout de 6 semaines, mais c'est vrai dans n'importe quelle situation inflammatoire. Dès qu'il y a de la CRP, le cholestérol chute et peut chuter vraiment de façon extrêmement importante. Et au moment où on va corriger le tableau inflammatoire avec les médicaments appropriés, il faut contrôler le cholestérol et pour pouvoir à ce moment-là, il se retrouve hors des objectifs. Et donc ça, c'est sûrement un point... Ah oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. C'est vrai que j'aurais dû le dire. Je n'y ai pas pensé, mais complètement. Il faut toujours prescrire votre bilan lipidique en dehors d'une poussée. Donc, il faut clairement évaluer votre LDL, enfin votre bilan lipidique de manière globale en dehors d'une période inflammatoire. Et d'une façon générale, moi, quand je contrôle les lipides, j'ajoute toujours un CRP à côté. Ouais. Et là, la question, d'ailleurs, enfin bon, on sort du contexte, c'était est-ce qu'on prescrit plus de statine en été qu'en hiver? Parce que je me disais qu'en hiver, si on contrôle les lipides en hiver sans prendre de CRP, tu as beaucoup plus de chances d'avoir un peu d'inflammation, donc tu pourrais être dans les objectifs rien que grâce au processus inflammatoire. Et donc, c'était un truc épidémiologique qui paraissait cocasse à réaliser. Alors, pour revenir maintenant à toutes ces maladies inflammatoires, c'est quand même. Je suis étonné du x2,5 pour la sclérodermie. Donc, la sclérodermie est typiquement parmi les infections auto-immunes, celle où on ne donne pas de cortisone, et c'est celle où il n'y a pas de CRP.
Et donc, ce serait quoi le mécanisme en sclérosystémique? Alors, je connais un peu moins bien, donc je t'avoue que j'ai pas refait toute la littérature. Après, il y a probablement des facteurs propres à la maladie en tant que telle. Alors là, je ne l'ai pas abordé non plus. C'est aussi le cas par exemple dans le lupus, dans l'artérite à cellules géantes aussi, ou même dans les vascularites, avec le côté coronarite, vascularite propre qui augmente le risque. Donc peut-être que dans la sclérodermie, il y a d'autres facteurs aussi qui rentrent en compte propres à la maladie. Oui. Une question? Oui. Bonjour, merci d'abord. Et moi, je suis cardiologue, donc de ce côté. Donc, j'ai deux questions à venir à voir. Une, c'est un petit peu un conseil. Donc, pour les patients avec cardiopathie ischémique, psoriasis, pour lesquels il y a vraiment une très claire indication en bêta-bloc, je n'ai un en particulier qui est vraiment très sensible, même à 25 mg, donc vraiment des repoussées de psoriasis plutôt sévères. Est-ce que vous savez s'il y a une molécule qui est un peu mieux tolérée? Non, je ne sais pas. C'est vrai que ça, c'est embêtant, effectivement. Après, bon, le cœur prime, hein, mais c'est vrai que si le patient fait c'est ça? Il fait énormément d'expressions seulement ventriculaires, des mini-salles de TV. Ouais. Je vais passer. Si on ne peut pas s'en passer, c'est vrai que c'est compliqué de s'en passer. Mais c'est juste qu'il faisait des poussées de psoriasis avec, c'est ça, j'ai pas. Si, c'est un psoriasis, oui. Bon, voilà. En tout cas, après, il faut voir avec le dermatologue s'il n'a pas quelque chose aussi, enfin, s'il peut changer le traitement de son psoriasis pour éviter les poussées. Mais quand vous en avez besoin, ça me paraît difficile de... Merci. Et juste autre chose, est-ce qu'on sait si parmi les mécanismes de l'infarctus, il y a plutôt vu qu'il s'agit des jeunes, il y a plutôt des sténoses coronariennes critiques ou il y a plutôt des ruptures de plaques molles, donc même des petites plaques, ou alors c'est plutôt... C'est variable, hein, c'est multifactoriel, hein, c'est variable. Et puis, comme on disait tout à l'heure aussi, à l'instant, c'est vrai qu'il y a certaines maladies inflammatoires où il y a même une inflammation propre de la coronaire, en fait, hein, de coronarite, surajoutée, en fait, surajoutée à l'athérosclérose précoce. C'est qu'on peut imaginer des facteurs propres à la maladie qui vont être un facteur surajouté, les antiphospholipides dans la vasculite coronaire, dans les vasculites en cas, etc. Parce que parfois, on fait des scanners coronariens justement aux jeunes qui ont des symptômes. Et on est faussement rassuré par des petites plaques d'athéromatose, mais justement sur ça, ils pourraient faire leur impact. Oui, et surtout, rester en éveil par rapport aux plaintes, même si c'est des gens jeunes, alors on peut avoir tendance à être peut-être moins intrusif par rapport aux examens complémentaires que les gens plus jeunes. Alors, la remarque des petites doses, d'ailleurs, tu t'es étendu assez longtemps là-dessus, je crois que c'est un message important. Donc, les 5 mg de prednisone, c'est-à-dire le petit comprimé de 4 mg de Medrol chez nous, c'est vraiment associé à ce risque important. Bon, il y a des débats, d'ailleurs, il y a eu un débat intéressant, c'était un des sympos de la Société française aussi, où il y avait petites doses de. Est-ce qu'il faut maintenir des petites doses de corticoïdes chez les lupus bien équilibrées? Donc, c'est ça. La pitié salpêtrière qui disait oui, parce que sinon, dans 20% il récidive si on lâche le Medrol, et puis Lucio qui disait clairement, hors de question, si on veut le supprimer, il faut le supprimer. Et donc, ceci est un argument complémentaire très certain pour dire, mais voilà, le patient qui est là avec ses 4 mg de Medrol, 5 mg de prednisone, lupique, bien équilibré depuis, depuis des mois et des mois, eh bien, il y a intérêt à supprimer cette dose-là, bon, pour avoir vérifié, mais c'est un autre débat. Il n'y a pas d'insuffisance surrénalienne. Oui, tout à fait. OK. Écoute, je pense qu'on a fait. Est-ce que c'est. Pardon, attends. Viens parler. Voici, la table de droite, c'était pour les timides. Est-ce que cette surmortalité sous corticoïdes, est-ce que ça se trouve aussi dans d'autres pathologies nécessitant des corticothérapies comme les BPCO, etc. Cardiovasculaire, je parle. Oui, tout à fait. Tabagique, etc. Mais est-ce que. Oh, oui. Je n'ai pas encore entendu cette notion. Si, le risque lié aux corticoïdes, il n'est pas uniquement présent chez les patients inflammatoires. Hein. Bon, après, le BPCO reste quand même une maladie, on va dire, post-inflammatoire chronique, mais concrètement, oui, bien sûr, hein, chez les patients, comme vous dites, BPCO ou asthmatiques, hein, c'est le plus
le plus parlant, il y a un surrisque cardiovasculaire en rapport avec l'utilisation des corticoïdes, y compris inhalés depuis la jeunesse sur une longue période. C'est pour ça que ça a quand même favorisé le développement des biothérapies aussi dans l'asthme, par exemple. Donc oui, c'est pas spécifique aux maladies inflammatoires, la nocivité des corticoïdes, mais c'est juste que, en gros, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ces patients inflammatoires, un, ils sont jeunes, et deux, ils ont double, voire triple peine, parce qu'ils ont déjà un surrisque cardiovasculaire de par leur maladie, mais en plus, on en rajoute avec éventuellement les corticoïdes et les traitements, donc surtout les corticoïdes concrètement, et puis aussi parce qu'on génère des facteurs de risque cardiovasculaire. Bon, là, je ne l'ai pas dit parce que c'est évident, mais les corticoïdes, il ne faut pas oublier que ça entraîne prise de poids, diabète, hypertension artérielle, et donc ça majore aussi votre risque cardiovasculaire par ce biais-là aussi. Oui, et également, d'ailleurs, montrer que le risque infectieux, même pour les petites doses, alors que oui, ça a été montré beaucoup par l'équipe de Solomon. Oui. Montrer que c'est également un risque complètement, et c'est ce qu'on avait trouvé dans l'étude Espoir aussi, c'est pour ça que je l'ai dit juste rapidement, mais ce n'était pas le sujet, mais infection sévère, c'est aussi lié aux corticoïdes et en particulier aux petites doses. Donc, c'est vrai que dans la littérature, il y a un peu de camps, hein, il y a les pour, il y a les contre la corticothérapie, j'entends bien. Moi, je fais plutôt partie des contre la corticothérapie prolongée, on s'entend. Hein, la corticothérapie en aigu, ça peut rendre des services, bien sûr, hein, pour lutter contre la poussée et puis contre l'initiation de l'inflammation systémique. Mais il faut franchement penser à la baisser rapidement et à ne pas la laisser. Pas de corticothérapie de tatouage, je dirais. Hein. Non, non, c'est un message important parce que bon, quand on regarde les effets secondaires de la corticothérapie en fonction des doses, dès qu'on est à quelques milligrammes de prédnisone, on dit ben voilà, ça fait plus mal aux muscles, ça fait plus mal aux os, bon, vos yeux vont un petit peu souffrir, si vous êtes déjà opéré de la cataracte, il n'y a plus de souci, et puis encore la peau. Mais donc, et on oublie le principal, comme tu l'as rappelé ici, c'est finalement une surmortalité. Bon, c'est quand même pareil. Bien. Mais donc, après ce séminaire, je pense que les cardiologues. Merci. Ceci dit, la question que tu disais par rapport à. On est presque avec une double consultation, et donc ça fait quand même un patient qui a une maladie systémique avec son traitement, etc. Et donc la question peut se poser, est-ce que. Alors, bon, moi je suis plutôt en faveur de ce que l'interniste prenne tout en charge, mais on peut quand même se demander s'il n'y a pas place pour une consultation cardiovasculaire spécifique compte tenu des éléments spécifiques que ça prend. Et de la même manière, d'ailleurs, il y aura un des grands tours prochains qui est consacré à immunostart, c'est-à-dire avant de débuter un traitement immunosuppresseur, avoir une vue vraiment spécifique sur tout ce qu'il faut faire en termes de vaccination, etc. Et donc, on peut se poser le même genre de questions pour un patient qui va être sous traitement corticoïdes immunosuppresseurs, et on sait que ça va être pour du long cours, il devrait d'emblée avoir une consultation spécifique, parce que sinon, c'est 3 consultations. Hein. Et un suivi. Et un suivi. Bien. OK. Eh bien, merci beaucoup, Camille. Merci à vous, j'étais ravie. Merci, Élie. Je crois qu'on a eu raison de tenir comme responsable pédagogique du premier site, parce que de nouveau, j'ai beaucoup apprécié tes liens. Merci beaucoup. Merci, Élie. Merci à tous. Bonne journée. Au plaisir.